Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 9 février 2021, actualité en RCA, la fraude selon The Time Magazine, Patriote US, point sur la situation, et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec l'actualité en RCA. La République centrafricaine a célébré le week-end 2 ans de l'accord de paix de Khartoum. Le président récemment réélu Faustin Archange Touadéra s'est référé aux engagements librement consentis et contenus dans cet accord, dont le respect et la mise en œuvre intégrale devraient permettre de relever durement le pays toujours en proie aux attaques des groupes armés qui contrôlent les 2/3 du territoire. Le chef de l'État centrafricain a regretté que ce 2e anniversaire soit célébré dans un contexte de guerre avec l'alliance entre 7 groupes armés signataires de l'accord de paix qui ont violé leur engagement par une nouvelle offensive contre l'État. Le 13 janvier, des rebelles ont lancé une attaque coordonnée dans la périphérie de la capitale Bangui. Le président Touadéra a réitéré que la mise en œuvre de l'accord du 6 février 2019 dans la capitale soudanaise entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés devraient créer les conditions d'un dialogue franc pour un retour définitif de la sécurité, de la paix et la réconciliation dans le pays. Il a dit tenir fermement à la poursuite de la mise en œuvre de cet accord et a réaffirmé sa disponibilité à engager un dialogue républicain avec l'opposition démocratique ainsi que toutes les forces vives de la nation pour sortir la RCA de cette crise interminable. Tout de suite, la fraude selon The Time Magazine. À ce qui est paru il y a quelques jours dans le magazine Time. Time, c'est un magazine d'information assez populaire aux États-Unis, et on a un article donc du Time qui donne beaucoup de crédit à la fraude, mais d'une façon assez indirecte. Bon, je m'explique. En réalité, cet article, et probablement le magazine Time tout entier, sont résolument anti-Trump. Vous savez, un Trump est raciste, méchant, homophobe, bon, on connaît la chanson. Sauf que là, cet article nous explique comment plusieurs acteurs anti-Trump se sont arrangés pour l'empêcher de remporter la victoire. Et on apprend des choses assez intéressantes. On apprend par exemple des choses au sujet de Mike Podorzer. Alors Mike Podorzer, c'est le président de AFL-CIO, et AFL-CIO, c'est une fédération qui regroupe toutes sortes d'associations et de communautés d'activistes. Bon, pour le dire plus clairement, Mike Podorzer est à la tête de milliers et de milliers d'activistes aux États-Unis et dans le monde, et plus précisément d'activistes qui militent en grande majorité pour le Parti démocrate et les causes progressistes. Et ce qui est assez génial dans cet article, c'est que ces activistes, démocrates et progressistes donc, ont fait pression sur le Congrès américain ou sur les administrations des différents États pour manipuler le cours des élections, le déroulement du scrutin, ce genre de choses, mais qu'ils l'ont fait, selon eux-mêmes, par pur esprit démocratique, et bien entendu pour empêcher le méchant Donald Trump de voler les élections. On a donc AFL-CIO, qui est une fédération clairement démocrate, la fondation Zuckerberg, des groupes liés à Black Lives Matter, la marche des femmes, en clair des associations qui sont très largement politisées et très largement anti-Trump, qui nous expliquent qu'elles ont fait modifier le cours des élections, mais soi-disant de façon impartiale. Un peu comme si demain en France, la République En Marche changeait toutes les règles des élections en prétendant qu'elle n'a rien à y gagner et que ça profite uniquement à la démocratie. Bon, personnellement, j'aurais du mal à y croire. Tous ces acteurs que je viens de citer, par exemple, ont fait pression sur les réseaux sociaux pour qu'ils censurent du contenu favorable à Trump. Mais rassurez-vous, ce n'était pas du tout de la censure politique, non, c'était de la chasse aux fake news. Les milliers de partisans de Trump censurés d'internet ne sont pas du tout des citoyens qu'on bâillonne pour leurs idées politiques. Non, rassurez-vous, ce sont des dangereux fanatiques trumpistes, qu'on appelle d'ailleurs maintenant des terroristes depuis les événements du Capitole. Donc vous comprenez maintenant, la censure sur Twitter, c'était pour votre bien. Bon, qu'est-ce qu'on lit encore ? Ah oui, vous vous souvenez peut-être que quelques semaines avant l'élection, les médias ont uniformément lancé l'idée selon laquelle Trump allait perdre et qu'il allait littéralement, s'enfermer dans la Maison Blanche avec la mallette nucléaire. Eh ben, figurez-vous que ce scénario délirant qu'on avait déjà démonté dans une précédente capsule n'était pas du tout une entreprise médiatique cherchant à faire passer Trump pour un fou dangereux et instable psychologiquement. Non, rassurez-vous une fois de plus, c'était en fait une sensibilisation médiatique destinée à nous faire réfléchir aux meilleurs moyens d'éviter une transition politique difficile. Bon bref, là je sais pas si mes sarcasmes sont suffisamment perceptibles, donc pour vous résumer l'idée, cet article du Time justifie en fait que des groupes privés, des associations militantes et politisées fassent pression pour que les règles de l'élection soient modifiées. On nous explique que c'est sous leur pression que le vote par correspondance a été mis en valeur, que le temps de dépouillement des voix a été rallongé, ou que les réseaux sociaux ont promu le fameux slogan, vous savez, every vote must count, tous les votes doivent compter, sous-entendu même les votes illégaux. Donc en fait vous avez des groupes politisés qui dictent leurs propres règles, mais on fait passer ça pour des mesures démocratiques qui servent à empêcher Trump de tricher.
Le problème, c'est que ce sont ces mêmes groupes politisés qui sont à l'origine des narratifs selon lesquels Trump voudrait tricher. Ça, c'est un grand classique de l'entourloupe politique. On invente d'un côté un problème pour pouvoir ensuite proposer de l'autre côté une solution. À la base, rien ne justifie la censure de Trump. Mais si vous inventez des scénarios selon lesquels il est dangereux, des scénarios que la presse aux ordres diffusera partout, vous créez donc un faux danger pour la démocratie, et ensuite vous n'avez plus qu'à proposer vos solutions. Comme par exemple la nécessité de censurer Trump et ses millions de partisans. Et là, vous ne passez donc pas pour un dictateur en puissance, mais pour un garant de la liberté. Mais la suite de l'article est encore plus explicite. Je cite. Elles, les associations d'activistes démocrates dont on a parlé précédemment, elles ont réussi à mettre la pression aux entreprises de réseaux sociaux pour que ces dernières adoptent une ligne stricte contre la désinformation et qu'elles emploient leur base de données pour établir des stratégies de lutte contre les diffamations virales. Fin de citation. Donc là, si vous lisez entre les lignes à travers la langue de bois, vous comprenez clairement qu'on a intimidé les réseaux sociaux pour qu'ils qualifient de fake news et suppriment tout le contenu qui irait un peu trop dans le sens de Trump, le contenu relatif à la fraude électorale notamment. On lit aussi un passage qui résume tout. Écoutez-le bien celui-ci, je cite. C'est pourquoi les participants, donc les participants, c'est toujours les associations démocrates, c'est toujours les mêmes. C'est pourquoi les participants veulent qu'on raconte l'histoire secrète de l'élection 2020, même si elle ressemble à un délire paranoïaque. Une cabale de gens puissants et très riches, bien placés dans l'industrie ou dans les idéologies, qui travaillent ensemble dans les coulisses pour influer sur les perceptions, changer les règles et les lois, diriger la couverture médiatique et contrôler les flux d'informations. Ils n'ont pas truqué les élections, ils les ont fortifiées, et ils pensent que le public devrait comprendre la fragilité du système pour s'assurer que la démocratie américaine perdure. Fin de citation. Et ça vient du Time, ça vient pas de Complot Magazine, on s'entend bien. Vous avez un article du magazine Time qui vous dit textuellement que oui, il y a des personnes très riches et très haut placées qui travaillent en secret à faire changer les lois, à manipuler l'information pour formater votre perception des choses, mais que tout ça c'est en fait une bénédiction pour la démocratie, puisque du coup Trump ne sera pas élu. Et écrit comme c'est, dans l'article, vous pouvez vérifier, c'est pas du tout dit sarcastiquement, la phrase est explicite. En lisant ça, on a en fait l'impression que les médias, le magazine Time en tout cas, ne se sentent plus capables de camoufler la fraude et que du coup, la fraude est subitement pleinement assumée. Mais que du coup, on vous fait croire que maintenant c'est pour votre bien. Il y a un côté infantilisant qu'on a déjà connu avec le coronavirus, on vous supprime vos libertés, on vous manipule dans tous les sens, mais c'est pour votre bien, faites confiance à l'état profond, il s'occupe de tout. Il y a en fait avec cet article tout un narratif qui se construit sous nos yeux. Les démocrates et les activistes démocrates dont on parle depuis tout à l'heure ont clairement manipulé les élections, selon le magazine Time lui-même, à coups de corruption, d'intimidation, de pression. Mais il y a en fait une inversion accusatoire qui fait porter le chapeau à Trump. Parce que comme on le disait, si on prend comme postulat de base que Trump est le mal absolu, alors du coup on a tous les droits de modifier les règles du jeu, de modifier les règles du scrutin autant de fois qu'il le faudra pour que Trump perde. Bien couvertes par les médias, les associations démocrates, même si elles sont ultra politisées, nous font croire qu'elles agissent de façon impartiale et pas du tout pour se donner un avantage à elles-mêmes. Et Trump, de son côté, alors qu'il n'a rien fait pour tricher lors de cette élection, passe pour un tyran dont il faut absolument se protéger. En somme, on blanchit les coupables et on diabolise les innocents. Et pour diaboliser Trump, et donc pour justifier le changement des règles du jeu, ça n'a pas été difficile. Il y a eu, comme on l'a dit, ce scénario inventé par les médias selon lesquels Trump refuserait de quitter le pouvoir, et aussi les événements du Capitole, toujours montés par les médias, qui ont servi à confirmer que Trump était un chef terroriste qui fait des coups d'État. Je vous mets au passage en description une vidéo tournée durant les événements du Capitole, qui montre à quel point les débordements ont été mis en scène et scénarisés. Ça dure 20 minutes, c'est en anglais, mais ça vaut clairement le coup d'œil. Tout de suite, Patriote US, point sur la situation. Dans un premier temps, je voulais commencer donc le déroulé avec les démissions en cascade qu'il y a en fait chez les PDG. Donc depuis 2019, on a eu un nombre record de CEO, de PDG, de grandes entreprises qui ont démissionné. On peut expliquer cela par le fait qu'il s'agissait donc de l'administration Trump qui était aux commandes et que, comme il l'avait promis, il avait pour objectif de drain the swamp, de vider le marais. Donc on a cet article de Medium donc du 13 juin 2020 donc qui nous dit pourquoi est-ce que personne ne parle donc des démissions massives des principaux PDG. Ils nous font la liste qui est quand même assez grande, parmi lesquelles on retrouve quand même de grosses compagnies dont Nokia, Microsoft, LinkedIn, Tinder, Crédit Suisse, Groupon, Disney, IBM, eBay, Nike, Mastercard, et il y en a encore davantage. Bon, alors maintenant que Trump a perdu et que l'État profond a mis donc son homme en place, cette vague de démission s'arrête, n'est-ce pas? Eh bien c'est ce qu'on va regarder. On a donc le président de CNN, donc Jeff Zucker, qui va démissionner à la fin de l'année. Ça vient de paraître donc le 4 février 2021. On a Jeff Bezos, qui va lui aussi quitter ses fonctions de PDG plus tard cette année, paru le 2 février 2021. On a la PDG de Wikimedia, donc en lien avec Wikipédia, donc Catherine Maher, qui va démissionner en avril 2021. Ça a été paru le 4 février 2021. On a aussi Kendra Scott, qui va quitter son poste de PDG. Et on a un article paru donc sur RTL, donc du 5 février 2021, qui nous dit « Vatican, Frédéric Mounier ne serait pas étonné que le pape François démissionne
en 2021. Donc cette vague de démissions chez les PDG ne s'est pas arrêtée, elle s'est même empirée dans le sens où cette fois-ci, il semble que cela vise des PDG de plus haut rang. Là, on parle de CNN, de Amazon et là même du pape. Alors pourquoi ces démissions soudaines ? Donc on nous dit que Biden a été élu, que tout est censé aller bien pour l'État profond. Donc finalement, pourquoi est-ce que ces démissions interviennent en ce moment ? La question est de savoir pour quelles raisons démissionnent-ils ? Sont-ils apeurés ou sont-ils contraints ? S'ils ont gagné, de quoi ont-ils peur ? Ou bien qui les oblige à démissionner de leur poste ? Alors ensuite, on a des choses assez étranges dont je voulais vous parler concernant l'administration Biden. Eh bien tout d'abord concernant l'inauguration. Cette cérémonie symbolisait tout sauf la victoire d'une nouvelle équipe pour conduire le pays. Étaient présents durant la cérémonie donc les gardes nationaux, en très grand nombre, les services de sécurité, pareil, les membres de l'État profond, vous voyez que François, ils sont bien avancés, donc de Washington DC, et les médias dominants accrédités. Autrement dit, le peuple n'y était pas. Et vous pouvez regarder donc les images des dernières inaugurations, que ce soit Trump, Obama, Clinton, etc. Eh bien vous constaterez donc que ces événements avaient quelque chose de vraiment bizarre, avec ces trottoirs et ces rues vides, avec les hautes clôtures encerclant les bâtiments, l'absence de public, et ces drapeaux évoquant un cimetière et quelques centaines de participants masqués. On nous dit donc l'inauguration du 20 janvier était une mauvaise pièce de théâtre. Le public a assisté en vidéo à l'inauguration d'un président soupçonné de corruption, blanchiment d'argent et de trafic d'influence, et d'un gouvernement illégitime. On nous dit donc les mines sombres des anciens présidents durant la cérémonie, qu'il s'agisse des Clinton, Obama, des élites démocrates comme Bernie Sanders, recroquevillés sur sa chaise, l'attestent. Plutôt qu'à une victoire, on a eu l'impression qu'ils assistaient à un enterrement. Est-ce le leur ? Toutes les personnes présentes à cette inauguration du nouveau gouvernement aux membres du Congrès, en passant par les anciens présidents, savaient très bien que cette élection était truquée et qu'elles jouent à un jeu auquel elles ont déjà perdu. Les médias sociaux ont fait circuler la lettre lapidaire que Trump aurait laissée sur le bureau ovale à la destination de son successeur. Elle tient en 5 mots « Joe, you know I won ». Alors on nous dit probablement œuvre d'un plaisantin, elle reflète néanmoins l'opinion côté républicain. Alors ensuite on a l'armée qui confirme que des milliers de soldats de la garde nationale vont rester à Washington en mars. Encore une fois, l'élection est passée, Biden a gagné. Pourquoi conserve-t-il des troupes à Washington ? De quoi se méfie-t-il ? À cela, on peut aussi ajouter donc le fait qu'il y ait des difficultés dans la transition avec le Pentagone. On peut noter donc le refus du Pentagone de transférer certaines informations clés sur le contrat de vente des F-35 aux Émirats, ou encore sur la distribution des vaccins. Et là, dernière chose très récente, on nous dit donc sur les chaînes d'infos américaines que Biden vient de prendre son premier vol sur Air Force One. Or, ce n'est pas du tout Air Force One, mais c'est Air Force Two. Là encore, l'erreur est très grossière. Pourquoi nous fait-on croire qu'il a accès à Air Force One alors que ce n'est pas le cas ? La question qui découle derrière cela, c'est est-ce que Biden a un réel contrôle de la situation ? Et pour finir, actualité en France. Paris, 3 élus ont été dénoncés en quelques mois. 3 élus en 6 mois, ce n'est pas rien. Et il est apparu à la faveur de ces témoignages que des élus qui se disent féministes dans cet hémicycle ont d'abord eu des réflexes d'autodéfense de leur groupe politique plutôt que de protection de la parole des victimes. En fait, quand les témoignages sont anonymes sur les réseaux sociaux, alors là, vous êtes tous MeToo inceste, MeToo gay, enfin tout. Et puis quand ces témoignages y ciblent des élus de votre majorité, ces mêmes élus que vous êtes crient à la présomption d'innocence et à la tentative de déstabilisation. J'ai honte pour vous, j'ai honte pour la gauche française, d'autosatisfaction de la part d'une gauche mondaine qui aura tout couvert. Ça laisse sans voix. D'autosatisfaction de la part d'une gauche culturelle qui n'a jamais hésité à abandonner les plus fragiles quand il s'agit de protéger les siens. Ça laisse sans voix. Moi, je suis sidérée quand je lis dans un papier du Monde qu'un ancien conseiller de la ville dit qu'il n'a jamais vu autant d'histoires d'amour et de sexe qu'à la mairie de Paris. Oui, parce que pour cette gauche, ce n'est jamais du viol, c'est de l'amour. Pour cette gauche, ce n'est jamais de la pédophilie. Vous savez, c'est de l'art, c'est de la littérature, c'est de la photographie. Alors depuis des mois, les débats au sein de ce Conseil, ils sont pollués par votre incapacité à agir. Mais vous comprenez, vous pensez que vous êtes les meilleurs. Alors vous nous répondez que vous allez continuer à être les meilleurs. Eh bien, j'ai honte pour vous. Très bien, je vous remercie. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté, je vous remercie. Je vous remercie de respecter le cadre des débats, Madame Dati. S'il vous plaît, Madame Dati, s'il vous plaît. Madame Dati... En réponse au vœu numéro 24, l'exécutif a déposé le vœu numéro 24 bis. Madame Dati, s'il vous plaît.